Bien, nous voici dans le musée de la chasse et de la nature, hein, où voilà, on s'est dit que c'était intéressant de filmer ici un entretien sur ce que peut être les animaux, l'animalité, le vivant, les bêtes en études littéraires. C'est pas un sujet évident finalement. Auparavant, les gens s'intéressaient surtout aux animaux en littérature pour le folklore ou par souci régionaliste. Par exemple, on se disait tiens, on va étudier les animaux chez George Sand dans le Berry ou chez Colette. Voilà. À chaque fois, finalement, les animaux étaient ramenés à l'humain. C'était des allégories de passion humaine, la jalousie dans la chatte de Colette, par exemple. En réalité, les animaux en littérature, c'était toujours pour nous mener vers la question de l'humanité. Alors, il y avait quelques chercheurs isolés à la fin des années 90, au début des années 2000, qui, en France et un peu ailleurs, ont commencé à s'intéresser de façon un petit peu plus fine sur cette question animale en littérature, en se demandant mais est-ce qu'on peut rendre compte de modes d'être qui ne sont pas les nôtres, à nous les humains. Donc le programme Animaux, il avait pour fonction, et je dirais à travers lui, de mettre à l'honneur finalement une nouvelle discipline, un nouveau champ de recherche en tout cas, que moi j'appelle la zoopoétique, c'est-à-dire c'est le zoon, hein, c'est le vivant, c'est ce qui est animé, c'est le souffle. Et donc on allait étudier les façons d'écrire des écrivains quand ils se confrontent aux bêtes dans leurs œuvres. Alors, cette zoopoétique, je crois que pour qu'elle puisse se développer, il était très important qu'elle tienne compte de ce qui se passe justement dans d'autres disciplines, quels sont les enjeux en philosophie ou en anthropologie, quels sont les débats qui sont importants. Surtout, il fallait, selon moi, aller voir un petit peu dans une discipline qu'on n'a pas du tout l'habitude de relier à la littérature et aux études littéraires, qui est l'éthologie. Alors, l'éthologie, c'est la science des comportements. On peut faire de l'éthologie humaine ou de l'éthologie animale, ou les deux. Et moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était d'aller voir un petit peu qu'est-ce que font les éthologues de terrain, plus que les éthologues de laboratoire. Que font les éthologues de terrain quand ils étudient des sociétés de grands primates, quand ils étudient des sociétés de fourmis, voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que cette discipline qui semble tellement loin de la littérature va apporter à nous, les chercheurs, pour comprendre au mieux les romans, les poèmes que nous sommes en train de lire. Alors, comme je le disais, animaux, A-N-I-M-O-T-S, c'est une sorte de mot valise. C'est un mot qui a été inventé, et il n'a pas été inventé par moi, il a été inventé par un philosophe que j'adore, qui s'appelle Jacques Derrida. On a publié notamment, après sa mort, un très gros recueil de conférences de lui qui s'appelle « L'animal que donc je suis », c'est-à-dire peut-être qu'on serait des animaux, mais l'animal que donc je suis, c'est aussi l'animal qu'on suit, hein, qu'on va poursuivre. Et dans ce livre, Derrida parle de l'animaux, des animaux, A-N-I-M-O-T-S, et pour lui, il l'emploie de façon plutôt négative en expliquant que finalement, le langage humain fait une très grande violence envers les bêtes en disant animal. Quand on dit ça c'est l'animal, et puis ça c'est l'humain, et puis ce sont deux règnes qui s'opposent complètement, cette violence consiste à dire que d'un côté il y a une espèce, nous, et de l'autre côté il y aurait l'ensemble quasiment du monde vivant, si on en accepte pour l'instant les plantes. Et donc, Derrida disait, il ne faut pas employer finalement le singulier, c'est bien plus intéressant de dire les animaux. Et une autre philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth de Fontenay, a écrit un livre qui s'appelle Le silence des bêtes. Donc, vous voyez, elle emploie le mot bête en philosophie, et moi je l'emploie très très souvent en études de lettres, pour finalement rendre compte d'animaux qui seraient vivants, qui auraient des écailles, qui auraient des plumes, qui auraient des poils, un fumet, des allures, des manières de se mouvoir. Alors, moi, avec la zoopoétique, j'essaye de réfléchir finalement sur les modes d'être différents de notre espèce, sur les mondes animaux, sur leur tempo, sur leur rythme, dans toute leur variété, sur leurs affects, parce qu'ils ont des émotions, ils ont même des sentiments. Et j'essaye de voir comment ça se passe à l'intérieur de la littérature. Donc moi, le terme animaux, A-N-I-M-O-T-S avec un S au bout pour faire le pluriel, je l'emploie contrairement à Derrida dans un sens positif, puisque c'est une manière pour moi de dire, eh bien, peut-être que la littérature a un rôle crucial, un rôle majeur à jouer aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'avec ces mots, dans Animaux, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que les écrivains font.
La zoopoétique, qui consiste donc, selon l'étymologie des termes zoon et poien, qui sont dans le terme, à étudier les façons d'écrire, les manières de faire, en quelque sorte, des écrivains à propos du vivant, à propos de l'animé, des animaux, etc., elle a une autre fonction. Elle est d'essayer de revoir un petit peu l'histoire littéraire. Parce que quand vous êtes en classe et que vous étudiez la littérature, eh ben, on vous apprend qu'il y a des grands auteurs, et puis qu'il y en a des moins bons, et puis il y en a que vous lisez chez vous, mais que vous étudiez jamais en classe, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dignes d'entrer dans l'académie ou dans les salles de classe, etc. Et en fait, avec la zoopoétique, quand vous pointez une petite lorgnette, comme ça, avec l'animal comme verre optique, eh bien, le canon littéraire, ce qu'on vous a appris à respecter ou à considérer comme des auteurs mineurs, se transforme considérablement. Parce qu'il y a des écrivains qui sont très connus, et pour les qu'on ne relie jamais à la question animale. Je pense par exemple à Sartre. C'est le grand écrivain, le grand philosophe de l'humanisme, de la question de la liberté, de la conscience, de la mauvaise foi, de l'homme, etc. Il y a beaucoup d'animaux, des animaux qui passent comme ça dans son œuvre. Et puis je pense par exemple à Proust, qui est considéré comme le romancier le plus grand du XXe siècle, peut-être même au niveau mondial. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « mais il n'y a pas d'animaux chez Proust ». Même Roland Barthes, qui est un critique très connu et très intéressant, disait dans un de ses cours « il n'y a pas d'animal chez Proust ». Eh bien, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup. Seulement, pourquoi est-ce que les gens, même très très forts, n'ont pas vu les animaux chez Proust? Tout simplement parce qu'ils avaient des attentes. Ils attendaient des grands animaux. Alors, il y en a quelques-uns. Il y a par exemple le cheval qui tue Albertine, qui est l'un des personnages clés du roman. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'animaux tels qu'on s'imagine ce que doit être l'animalité en littérature, des animaux immenses, des grands herbivores, des baleines, etc. Et chez Proust, c'est ce que j'appelle l'infra-animalité. Une infra-animalité, c'est une animalité qui est inférieure en taille et en valeur à l'humain. Et chez Proust, vous allez trouver des protozoaires, des microbes, des salamandres, des poulets, des lapins, des petits animaux, voilà, comme ça, qui n'ont pas l'air très intéressants, très importants, et qui jouent pourtant un rôle fondamental dans son œuvre, puisque le poulet, par exemple, c'est le moment où le héros découvre le sadisme au tout début de la recherche du temps perdu. Alors, il y a autre chose qui me semble très important, c'est que grâce à cette lorgnette animale, en quelque sorte, eh ben, on peut aller voir des auteurs qu'on n'a plus l'habitude d'étudier, comme par exemple Louis Pergaud, Maurice Genevoix, Pierre Gascard, voilà, des auteurs que finalement l'université n'a pas tellement considérés. Et là, on se rend compte qu'ils font des choses extraordinaires. Par exemple, si on prend Maurice Genevoix, qui était quelqu'un qui faisait partie de l'Académie française. C'est surtout un homme qui a fait la guerre de 14, qu'on connaît très souvent aussi pour un grand cycle de romans qu'il a écrit, qui s'appelle Ceux de 14. Genevoix est revenu de la guerre en perdant l'usage de sa main gauche. Il a décidé qu'il arrêtait de chasser, c'était un chasseur, et puis après la guerre, il ne pouvait plus chasser parce que voilà, il avait vu ce que c'était que la mort, et il disait finalement la mort dans l'œil d'un soldat ou dans l'œil d'une perdrix, eh bien ça provoque la même chose. Ça ne veut pas dire que les deux vies sont les mêmes, que les deux vies ont la même valeur entre guillemets, mais toutes les deux ont de la valeur en tout cas. Et donc lui, il a beaucoup écrit sur l'animalité, et notamment, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on soit dans ce musée. Par exemple, Gélibert, vous voyez, c'est un peintre qui n'est pas tellement connu. Eh bien, on pourrait aller voir dans son tableau qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de typique de son époque. Bref, on pourrait en tirer quelque chose. Alors, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, mais quand je vous parlais d'auteurs qui étaient peu connus, c'est la même chose. On va aller les retrouver et se rendre compte, par exemple, que la problématique de la chasse était, au début du siècle, et puis jusqu'à aujourd'hui, un topos littéraire, un lieu commun de la littérature dont les auteurs se sont emparés pour plusieurs raisons. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un animal et pourquoi je vous parle de la chasse? Eh bien, pour moi, les bêtes, avant tout, ce sont des êtres de passage. Les bêtes, qu'est-ce qu'elles font quand elles voient des humains? Elles s'enfuient, elles ont sans doute bien raison.
d'accord? Je ne parle pas ici de nos animaux domestiques, de ces animaux familiaux, que n'aimait pas du tout Gilles Deleuze parce que ça l'énervait un petit peu qu'on anthropomorphise, qu'on transforme en sorte d'avatar humain les bêtes, puisque ce qui est peut-être intéressant chez les bêtes, c'est pas qu'elles nous ressemblent, c'est aussi qu'elles soient dissemblantes par rapport à nous et qu'elles nous apprennent à nous confronter à de l'altérité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand un chasseur décide de chasser une bête? Un vrai chasseur, et on va revenir peut-être pour ça à nos origines, au néolithique, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, je m'appuie sur un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carlo Ginzburg. Et Carlo Ginzburg disait, il imagine une fiction comme ça, et il se disait, finalement, peut-être que la narration, elle serait née avec la chasse. Et il imagine un homme du néolithique, un homme préhistorique, d'accord, qui est accroupi dans la boue, qui regarde des signes, là, par terre, des empreintes. Eh bien, ces empreintes, elles dessinent la trace d'un passage. Comme dit Ginzburg, quand on voit des empreintes par terre, on peut dire « quelqu'un est passé par là ». Quelqu'un, un être vivant, un humain, un animal, en tout cas, une vie est passée par là et une histoire est en train de s'écrire. Et les romans qui ont la chasse comme centre, et je pense par exemple à Moby Dick d'Herman Melville, qui est l'un des plus grands romans qu'on ait écrit, pas simplement sur la chasse, c'est un des grands romans du désir, de la pulsion, de la violence, de la folie. C'est l'histoire d'un homme, le capitaine Ahab, qui décide de partir à la poursuite d'un cachalot, une sorte de baleine blanche, les termes ne sont pas très clairs, peu importe, on n'est pas dans un ouvrage de science. Il part à la poursuite de ce cachalot qui a l'air assez pervers, mais en même temps on peut comprendre qu'il a envie de tromper celui qui veut le faire mourir. Et ce livre est très très gros. Et finalement, toute la narration, tout le récit s'engendre à partir de cette traque. C'est-à-dire qu'en littérature, la chasse a pour fonction d'engendrer du récit, de produire de la narration, de créer des histoires. Et moins vous attrapez vite votre animal, plus votre roman va être long, plus il va y avoir de rebondissements. Alors je pense bien sûr donc à Moby Dick, qui est sans doute l'essence même de la littérature comme création de récits. On peut penser à La Dernière Harde de Maurice Genevoix et à tous ces grands herbivores qui ne cessent de sauter d'un livre à l'autre, d'une page à l'autre. Je pense par exemple au chevreuil, chez Jean-Christophe Bailly, qui est un philosophe-poète, qui a écrit Le Versant animal, et qui débute par un chevreuil qui déboule dans ses phares. Et on rentre dans le récit comme on est dans cette voiture, avec les phares qui sont braqués sur un chevreuil qui fuit. Et Jean-Christophe Bailly nous dit que pour lui, l'important, c'était pas de rentrer dans le monde de l'animal, c'était d'être dans le mouvement même de son esquive, dans le mouvement même de sa fuite. Et ça, je trouve que c'est aussi une très belle métaphore de la vie, mais aussi une très belle métaphore de ce que peut être un début d'histoire. Alors ce grand herbivore, on le trouve partout. On le trouve chez Giono, par exemple, où il y a des cerfs extraordinaires qui même parlent un peu. On le trouve, par exemple, chez Marie Darrieussecq, où il va y avoir tout comme ça un cerf qui va sauter là aussi, devant sa voiture, faire un saut de côté. Et on le trouve, ce cerf, chez Christian Garcin, chez Christian Doumet, donc chez plein d'auteurs. Et pour en revenir à Maurice Genevoix, dans La Dernière Harde, qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est l'histoire d'un homme qui part à la chasse d'un cerf dont il tombe plus ou moins amoureux, en quelque sorte. C'est une figure de son désir, et donc on aime nos désirs et parfois on tente de les mettre à mort pour des raisons un peu étranges. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous essayez de traquer un animal? Eh bien, il faut essayer de vous mettre dans sa peau. Il faut essayer de se mettre dans ses affects, dans sa tête, et de se dire, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va aller? Mais l'animal, lui, il n'est pas bête, contrairement à de nombreux humains. Qu'est-ce qu'il va faire, l'animal? Eh bien, il va vous écrire un texte sur le sol. Et il va vous écrire un faux texte. Il va vous écrire un texte où il va vous faire croire qu'il est parti à droite alors qu'il est derrière vous. Qu'il est parti à gauche alors qu'il est déjà loin en train de se reposer. Et donc c'est toute cette thématique de l'animal qui, comme chez Sheherazade dans Les Mille et une nuits, qui tente de sauver sa peau en racontant des histoires, eh bien
ces animaux, Moby Dick, le cerf dans la dernière harde, etc., ils tentent de mener le chasseur, qui est peut-être aussi un lecteur, vous l'avez bien compris, vers de fausses pistes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que peut-être les premiers écrivains, eh bien, c'était les bêtes. C'est les bêtes qui nous ont appris à lire parce qu'elles ont commencé par écrire. Et ce qu'elles ont commencé par écrire, c'est quoi? C'est un livre de vie et de mort, c'est un livre de survie, c'est un livre de fuite. Et pour moi, si j'imagine qu'est-ce que c'est qu'une bête, eh bien, c'est ce qui est en train, hop, de passer devant moi, de disparaître. Et j'en aurais eu une petite vision comme ça, de quelque chose qui n'est pas moi et qui en même temps m'est extrêmement proche. Alors, il me semble que ce qui caractérise la zoopoétique, c'est qu'elle s'intéresse justement aux élans, aux surgissements, aux bondissements, aux envols, aux stases, aux pauses, à cet être-là aussi des animaux. Quand vous imaginez un chat allongé sur une pierre très très chaude en train de faire une sieste, il y a une espèce de capacité de l'animal à être exactement là où il est, sous le soleil exactement. Voilà. Et la littérature, elle a aussi pour fonction de rendre compte de cette plénitude de l'être-là animal, en quelque sorte. Alors, par-delà ça, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écrivains qui sont très nombreux, qui travaillent sur les animaux et qui écrivent sur les animaux en littérature, et qui sont en proie à une inquiétude. Gilles Deleuze disait des animaux que ce sont des êtres aux aguets. Et il disait, les philosophes sont comme les animaux, eux aussi sont aux aguets. Et je dirais que les écrivains, c'est la même chose. Florence Burga a écrit un livre qui s'appelle « Liberté et inquiétude de la vie animale ». Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, les romanciers, peut-être, c'est le titre de leurs œuvres, c'est « Liberté et inquiétude de la vie des romanciers », quand ils considèrent ce qu'aujourd'hui on fait aux vivants. Et pour moi, la zoopoétique telle que je l'entends, c'est aussi une zoopolitique. Une zoopolitique, pourquoi? Parce que il y a un nouveau topos littéraire, un nouveau lieu commun littéraire en ce moment, au sens très positif du terme lieu commun, pas au sens négatif, qui consiste, pour les romanciers d'aujourd'hui, à travailler sur la représentation de l'élevage industriel, de l'objectalisation des animaux en laboratoire, de la question de la mise à mort des animaux dans les abattoirs à la chaîne. D'accord ? Alors, cette thématique, elle n'est pas neuve. Tolstoï, déjà, dans Plaisir cruel, en parlait. Upton Sinclair, dans La jungle, au début du siècle, aux États-Unis. Alfred Doblin, dans Berlin Alexanderplatz. Pierre Gascard, dans La vie des bêtes, dans les années 50. Vous voyez, il y a toute une tradition, pas seulement française, qui prend la question de la mécanisation du vivant, de l'animal-machine, comme un thème fondamental. Et aujourd'hui, on a des écrivains comme Sylvain Tesson, comme Yves Bichet, comme Isabelle Sorante, comme Joyce Sorman, par exemple, qui s'intéressent à la question de la boucherie, de l'élevage industriel, pour se demander qu'est-ce qu'on fait du vivant. Et finalement, leur façon d'écrire vient nous rappeler que si on mécanise trop la vie, eh bien, le langage lui-même perd tout sens. Quand vous disiez qu'un animal, par exemple, dans un laboratoire, c'est du matériel d'expérimentation, vous dites quelque chose avec ce mot matériel qui vient faire mentir notre intuition à tous, qui est qu'un animal, ça n'est pas du matériel. Ça fait partie du vivant. Et toute cette littérature qu'on va aussi retrouver par exemple chez Olivia Rosenthal, eh bien, s'attache à restaurer le mot juste. Et la tâche de la littérature, peut-être, en tant que littérature éthique et politique, c'est aussi ça, employer des mots exacts pour dénoncer finalement cette espèce d'effroi incroyable qui est en train de se répandre sur le monde, où des milliards et des milliards de bêtes sont en train d'être élevées dans des conditions qui ne sont même pas de la vie. Si seulement elles n'étaient pas vivantes, ce serait quelque chose. Et je crois donc que la zoopoétique a une tâche importante qui est finalement de se diriger vers ces œuvres qui nous montrent que, animaux et humains, on est dans le même bateau, en quelque sorte, sous une sorte de déluge actuellement. Et puis, peut-être qu'il est question aujourd'hui, avec la littérature, de créer des arches, avec ses romans, avec ses poèmes, avec ses pièces de théâtre, des arches où finalement, on va pouvoir conserver
quelque chose d'essentiel qui relève peut-être du rythme, du souffle, de la respiration, et qui est ce qui nous définit, nous les humains, comme les animaux, comme appartenant aux zones, c'est-à-dire à l'animé.